Aujourd'hui, la Russie produit plus d'équipements de défense qu'elle n'en consomme sur le front. Elle est clairement dans une phase de préparation de quelque chose d'autre. Nous sommes à un moment de bascule absolument majeur. Le Kremlin, je vous l'ai dit, a fait de la France une de ses cibles prioritaires. La Russie, c'est une menace durable. La guerre en Ukraine pour la Russie est existentielle. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Samantha Bendern. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous, chercheuse à la Royal Institute of International Affairs. Colonel Michel Goya, merci également d'être à nos côtés. Bonjour, vous êtes consultant militaire LCI, auteur du livre Théorie du combattant aux éditions Perrin. Margot Haddad-Ravid, vous retrouvez bien sûr. Vous êtes grand reporter et vous êtes spécialiste des questions internationales. Guillaume Roquette, bien évidemment ravi également, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Le grand dossier, guerre avec Poutine, est-on prêt à faire face? C'est donc parti. Et on commence avec cette alerte, je vous le disais. Elle est signée de l'ancien chef d'état-major de l'armée française. Les prises de parole du général de Villiers sont rares. La guerre est désormais possible, dit-il, y compris sur notre sol. Nous devons prévoir le pire, penser l'impensable compte tenu de l'accélération de la situation mondiale. Jusqu'à quand cette sorte de déni de guerre, ajoute-t-il, va-t-il dominer? Une guerre froide couchée noir sur blanc dans son livre pour le succès des armes de la France. Colère que vous partagez, colonel? Bien sûr, colère ancienne d'ailleurs. Effectivement, tout ça, c'est pas nouveau. Il faut bien se rappeler la crise dans laquelle étaient plongées les forces armées françaises il y a un certain nombre d'années, en gros jusqu'en 2015. Moi, je me souviens, j'avais fait une conférence où j'avais dit, mais écoutez, on est dans une situation où, pour l'armée de terre, si l'armée de terre française d'aujourd'hui, à l'époque, en 2011, affrontait celle de 1990, c'est celle de 1990 qui gagnerait. Tellement on avait réduit nos capacités et nos moyens. Et donc ça fait très longtemps qu'on alerte, qu'on en parle. On dit voilà, il y a une quasi-déconstruction de nos forces armées, une réduction de notre effort de défense, division par deux pratiquement jusqu'en 2015. Il a fallu, et on y revient, il faut quand même toujours voir des choses. Il faut qu'il y ait une menace qui saute à la gueule pour qu'on change un peu de politique. En 2015, il y a eu les attentats en France, ces attentats terroristes, et c'est à ce moment-là qu'on a arrêté, en tout cas, de réduire nos moyens, de réduire nos effectifs. On était plongé vraiment dans une profonde crise. On appelait ça le Big Crunch dans les armées. Et il a fallu attendre les 2018. C'est-à-dire que Gérald de Villiers, il a démissionné parce que 2017. On avait réduit encore le budget de la défense, il ne faut pas l'oublier. Et puis après, effectivement, on a remonté, mais on remonte la pente lentement en réalité. On va regarder justement les images de cette démission avec fracas 2017. Oui. Alors, oui, vous me dites oui, colonel. Vous êtes d'accord pour nous raconter que vous-même, vous avez failli être viré pour vos propos? Oui, effectivement. J'avais dit que les réformes économiques, enfin les budgets de l'époque avaient une portée essentiellement économique. En gros, il s'agissait de faire surtout des économies. Alors que la doctrine officielle, non, c'était voilà, on se modernise, on se resserre pour être plus réactif, plus projetable, etc. J'ai dit non, il faut arrêter. On fait juste des économies sur notre dos militaire. On était en situation où on avait déjà fait une première réforme militaire avec la professionnalisation, donc on avait supprimé un certain nombre de bases, de régiments, etc. Et là, on s'est tapé une deuxième réforme en 2008, uniquement pour faire du pognon, pour économiser du pognon sur l'armée de défense. Là, on nous a cassé véritablement à cette époque. On devait réduire presque de 70 000 postes. On dépensait une énergie folle à savoir où on allait supprimer des postes. On dépensait certainement plus d'énergie pour ça que pour combattre l'ennemi. Parce qu'en même temps, quand on nous réduisait nos moyens, on s'engageait en Afghanistan beaucoup plus durement. On s'engageait vraiment en guerre en Afghanistan à ce moment-là. On commençait à se déployer aussi dans d'autres théâtres d'opération. Et l'incohérence était à peu près totale. L'histoire s'est inscrite depuis ces 8 années sous les yeux ébahis de nos dirigeants. Comment ont-ils pu ignorer tout ce que j'analysais avec d'autres? Le déni, il faut en sortir? Je crois qu'on en est sorti. Le cri d'alarme du général de Villiers, c'est en quelque sorte de dire enfin, tout le monde a pris conscience de ce que j'ai annoncé avant les autres, ce qui lui a coûté son poste. Si on rappelle en quelques mots, le président de la République, Emmanuel Macron, vient d'être élu, on est en 2017. Le général de Villiers, chef d'état-major des armées, témoigne devant à huis clos, devant les parlementaires.
pousse un coup de gueule parce que le budget de la gestion des armées a été diminué. Il dit c'est pas normal, c'est irresponsable. Ça revient aux oreilles du président de la République car les déclarations ont fuité. Et là, Emmanuel Macron met en demeure en quelque sorte Pierre de Villiers de démissionner par des propos extrêmement durs. Mais si je rappelle cette séquence, c'est pour montrer à quel point il est important de l'écouter. Pourquoi ? Parce que on l'a vu sur les images il y a quelques minutes. Il y a le général Mandon qui tient un discours aussi très 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 martial entre guillemets. Son prédécesseur, le général Burkhardt. Mais un certain nombre de gens disent c'est normal que ces généraux parlent comme ça parce qu'ils ont été nommés par Emmanuel Macron et donc en fait ils sont en service commandé d'un président de la République qui cherche par des déclarations comme ça un peu guerrières à retrouver une forme de légitimité dans une séquence politique où il est affaibli. Sauf que Pierre de Villiers, c'est pas du tout ça. Au contraire, Pierre de Villiers, il a été viré par Emmanuel Macron. Et donc on aurait pu imaginer qu'ils disent « Oh, mais ce discours est alarmiste ». Or, c'est pas du tout ce qu'il dit. Et je pense que c'est important pour tous les gens qui croient que c'est un message politique, cette mise en alerte de la population française. Non. Qu'on ait été nommé par Emmanuel Macron ou viré par Emmanuel Macron comme le général de Villiers, il y a un vrai consensus chez nos militaires. Ça montre que la situation est vraiment préoccupante. Samantha. Oui, dans le milieu des think tanks, là où je suis à Chatham House, ça fait plus de 10 ans qu'on alerte sur la menace russe. Bon, c'est aussi le domaine que j'étudie depuis des années, qu'on nous prend pour des dingues. Moi, je me rappelle d'avoir fait plusieurs voyages en Ukraine fin 2019, début 2020, d'être rentrée assez terrifiée par ce que j'avais vu, par ce que j'avais entendu, parce que j'avais senti en allant à l'Est dans des villes qui aujourd'hui sont sous domination russe, en parlant à des gens du renseignement ukrainien qui m'ont dit il n'y a absolument aucun doute qu'il va nous attaquer. La question, c'est de savoir quand. Et après, il y a eu la pandémie, donc les choses se sont un peu calmées, mais je suis rentrée, j'ai écrit des papiers que certains ont lu en disant bon bah oui peut-être, et puis d'autres mais t'es complètement folle celle-là. Et j'avais l'impression de parler dans le vide. Et quand je parlais à des gens en France, alors là c'était encore pire. Excusez-moi, on est tous en France ici, mais quand je parlais de ça en France, on me ressortait oui mais Samantha t'as rien compris. Il faut qu'on se rapproche de la Russie pour pas qu'elle se rapproche de la Chine. C'était le grand discours que j'entendais chaque fois que je parlais de la menace russe. Que je parlais, par exemple, de l'intervention russe dans le Brexit, de la volonté des Russes d'affaiblir l'Union européenne en encourageant les partis extrémistes de droite et de gauche à semer le chaos, on me prenait pour une dingue. Et maintenant, tout le monde a l'air de découvrir quelque chose qui pour les gens dont c'est un peu le métier d'observer ce qui se passe sur la Russie, pour nous, c'est une évidence pour certains depuis 2007, depuis la fameuse conférence de Munich. Il s'arrête pas là. C'est un réveil tardif, oui. Et il ne s'arrête pas là, le général de Villiers. Le temps s'est raccourci. Mais il y a des rigidités incontournables, la remontée en puissance. Pour être capable d'avoir des armées engagées, dit-il, pour faire la guerre et la gagner, nécessitera au moins 10 ans. 10 ans pour monter en puissance, quand le général Mandon nous dit qu'il faut se préparer à un choc test d'ici 3 ou 4 ans. Tous les militaires sont assez d'accord pour dire qu'on n'est pas prêt pour une guerre de haute intensité. Très clairement, on a une certaine lenteur, même si ça s'est amélioré dans l'industrie de défense. On fait encore appel à des pays étrangers, notamment pour des munitions qu'on ne peut pas produire à une cadence extrêmement élevée. Pour cela, il faudrait se mettre d'accord au niveau européen. Au niveau européen, à peine la semaine dernière, on s'est mis d'accord après 18 mois de négociations. 18 mois pour prendre des décisions sur le plan européen, pour produire davantage, pour aller plus vite, pour faire en sorte d'être une entité pouvant faire face aux États-Unis, à la Russie, à la Chine. Quand on voit la lenteur de ces décisions-là, forcément, ça nous impacte au niveau français également. Quand le général de Villiers alerte à un moment donné, on avait le temps de pouvoir se remettre en selle, faire en sorte d'accélérer le pas. Une décision qui a été prise au niveau politique, puisque l'armée a tout de même un devoir de servitude qu'on oublie souvent, et souvent qui est donné. Le dernier mot est donné aux politiques lui-même. Et colonel,
comment elle se concrétise, cette rigidité insurmontable? On a parlé sur ce plateau ces derniers jours de ce fameux Schengen militaire. En somme, dans l'idéal, il faudrait 3-5 jours pour faire monter nos hommes, nos matériels vers le front pour pouvoir être opérationnel en cas de problème. Et là, aujourd'hui, on serait sur 45 jours avec des choses très concrètes parce que des tunnels trop petits, avec des ponts trop fragiles. Elle se concrétise comment, ces fragilités? Alors, moi, ce que je reprochais beaucoup d'ailleurs à l'époque, c'était en réalité le manque d'anticipation. Avant, on avait des plans de mobilisation, par exemple. On prévoyait qu'un jour, peut-être, il fallait peut-être faire des choses importantes et on prévoyait des plans de mobilisation. Et ces plans ont disparu. En fait, on était dans l'idée que finalement, ça allait durer éternellement, cette situation. Alors que la situation géopolitique, elle change à peu près tous les 10, 20, 30 ans. Forcément, mécaniquement, il va y avoir des transformations et il faut être prêt à remonter en puissance. Et on n'a pas été prêt à remonter en puissance. Non seulement on est tombé dans une trappe, mais en plus on a vendu l'échelle qui aurait permis de sortir de cette trappe. Donc on n'a rien prévu et maintenant on improvise tout. On improvise en matière industrielle. On a, heureusement, il faut quand même le dire, conservé un certain nombre de savoir-faire industriels français, une certaine autonomie, mais à relativement petite échelle, sachant que remonter en puissance de manière industrielle, moderne, c'est long. On ne conçoit plus des équipements comme pendant la Seconde Guerre mondiale en 1 an ou 2 ans. Non, il faut 10 ans, 20 ans. La production en série, c'est compliqué. On fait plutôt de l'artisanat. Et maintenant, d'un point de vue opérationnel, pour répondre à votre question, oui, pendant la guerre froide, on avait des plans de déploiement, par exemple, la République fédérale allemande, qui étaient organisés. On faisait des exercices tout le temps. On savait comment y aller. On s'entraînait tous les jours à ça. Là, on se dit, mince, comment on fait pour monter comment on fait pour aller dans les Pays-Baltes, comment on fait pour aller en Roumanie? Donc on le comprend tous. On réapprend le b.a.-ba, on redécouvre l'eau chaude. Et on comprend qu'il faut passer des militaires qui parlent également. C'est extrêmement important. C'est un détail, mais qui compte également face à la parole politique. Donc on le comprend tous, il faut passer à la vitesse supérieure pour coller à la réalité.